L'immigration, et si on en parlait aussi sur Mediatico et dans l'économie sociale et solidaire, avec une jeune leader à impact positif repérée par le journal des Échos, elle a moins de 35 ans. Eh bien, les derniers chiffres officiels de l'immigration sont sortis il y a juste 2 semaines. D'après l'INSEE, il y a 7,3 millions d'immigrés en France. C'est 10% de la population. Plus de la moitié sont des femmes et le taux de chômage des immigrés est de 11% contre 7% pour les non-immigrés. Et en donnant ces chiffres, j'ai déjà parlé de 3 choses essentielles pour l'économie sociale et solidaire. La solidarité d'abord, on va parler probablement de l'Ukraine, de la Syrie, de la Méditerranée. J'ai parlé d'emploi ensuite, l'emploi qui permet d'avoir un revenu, d'avoir une dignité, d'avoir un avenir. Et j'ai aussi parlé de la place des femmes dans la société. Alors pour en parler, j'accueille une jeune femme justement qui n'a pas la langue dans sa poche. Bonjour Flora Vidal-Marron. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes la présidente de l'association Weavers France que vous avez fondée en 2019. C'est pas tout à fait un hasard, vous êtes basée à Lyon qui est bien sûr la terre historique des canuts, les tisserands du secteur de la soie. Vous êtes aussi coprésidente de l'association Work with Refugees qui a été créée très récemment. On va en parler. Et puis vous dites en mission pour aider les personnes exilées à s'insérer par la formation et par le travail. Vous êtes en mission véritablement ? Oui, je pense que je suis en mission, en tout cas pour accélérer leur inclusion, l'inclusion des personnes exilées au sens large. Et c'est aussi pour moi le fait d'accueillir et l'hospitalité, c'est révélateur du bien-être d'une société. Et c'est pour ça que j'ai voulu adresser ce sujet-là depuis maintenant 10 ans, quoi. Ouais, alors vous dites les personnes exilées, hein, vous dites pas les personnes immigrées, vous dites pas les migrants ou les personnes étrangères, vous dites les personnes exilées. Quelle distinction vous faites dans la terminologie ? Je pense que c'est important de commencer par ça. En fait, très simplement, ce qui va regrouper le dénominateur commun des personnes qu'on accompagne, c'est vraiment le parcours d'exil, le fait que c'est des personnes qui sont arrivées de l'étranger et qui sont arrivées en France et qui veulent s'installer durablement sur le territoire. Et ce qui les rassemble, c'est l'exil, c'est leur parcours d'exil. Après, il y a plusieurs statuts qui changent. Il y a des statuts en droit international, il y a des statuts régis par aussi le droit français. Et du coup, on voulait ne pas juste parler en langage juridique et trouver un terme qui puisse les rassembler au-delà que par leur statut juridique. Voilà. Alors, vous réagissez régulièrement sur les réseaux sociaux à l'actualité, et c'est ça aussi qui nous intéresse dans cette émission chez Mediatico. Il y a des choses notamment qui vous énervent. Par exemple, quand le Premier ministre François Bayrou parle à l'Assemblée nationale d'un sentiment de submersion migratoire. Alors ça vous fait sortir de vos gonds. Je ne sais pas si ça me fait sortir de mes gonds. En tout cas, on peut observer une droitisation, une extrême droitisation de la politique française, notamment quand un Premier ministre va parler du fantasme et parler du fantasme migratoire et ne pas parler des faits. Et je trouve ça, dans une démocratie, hyper problématique qu'un Premier ministre, quelqu'un qui est nommé et qui est nommé par ses compétences et doit avoir un discours en tout cas fiable, basé sur des faits. Et qui a une parole publique large, bien sûr. Parole publique large, ne le fait pas. Et du coup, la submersion migratoire, c'est des théories et c'est du pur fantasme de l'extrême droite et qui n'existe pas. Et donc, c'est là où c'est très problématique. Alors, quels sont les faits dont vous voulez parler ? Parce que c'est ça qui est important. L'immigration ou la migration, c'est un fait. Et qu'on le veuille ou non, les personnes continueront d'arriver. Dans le sens que... c'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de l'humanité. Et en plus de ça, il y a quand même un sujet qui est le sujet climatique. Et du coup, on va voir arriver des réfugiés climatiques. Ça, c'est une nouveauté. La Banque mondiale indique que d'ici 2050, 216 millions de personnes vont être amenées à se déplacer en dehors de leur pays. Du coup, qu'on soit d'accord ou non, qu'on le veuille ou non, la migration va s'accélérer. Et bien sûr, il ne faut pas laisser croire qu'il y a 216 millions de personnes qui vont arriver juste en France, dans mon jardin. Pas du tout. En fait, 80% des personnes qui changent de pays vont se déplacer dans le pays limitrophe. Donc en fait, c'est vraiment dans le sud global que la migration est le sujet le plus problématique en termes d'arrivée et de conditions d'arrivée et du coup de conditions d'installation de ces personnes-là. À l'échelle de l'Europe, la France, c'est seulement le 12e pays européen
à accueillir des personnes, notamment réfugiées, par rapport à sa population. Donc on est un très mauvais accueilleur quelque part. Et en plus de ça, en plus de ne pas accueillir grand monde, on accueille plutôt mal, les conditions d'installation sont mauvaises et les conditions d'inclusion sont mauvaises. C'est-à-dire que les personnes sont de moins en moins hébergées par l'État, elles ont de moins en moins accès aux droits également, et dans l'accès à l'emploi, une fois que les personnes sont régularisées, parce que seules les personnes régularisées, donc ayant un statut officiel, peuvent travailler en France, malheureusement, alors qu'on pourrait très bien donner le droit aux demandeurs d'asile de travailler. C'était le cas jusqu'en 1993, donc c'est un choix politique d'exclure ces personnes-là. Là, une fois encore, les dispositifs vont manquer, et l'accès à dispositifs aussi, les dispositifs d'insertion et de formation et d'emploi des personnes. Et il y a un chiffre, du coup, il n'y a que 42% des personnes qui ont un emploi 1 an après leur régularisation, alors qu'en Allemagne, c'est 93%. Donc, on est vraiment mauvais sur toute la ligne, finalement, des premières urgences jusqu'à l'inclusion. Et le dispositif de l'État en la matière se durcit depuis l'arrivée de Bruno Retailleau en particulier, puisque pour demander une régularisation, c'est plus 5 ans de présence en France, maintenant c'est 7 ans. Et il y a ce niveau de langue française qui se durcit et qui vous préoccupe en particulier, puisque vous, votre travail avec Weavers France, c'est de former les personnes exilées. Oui, ça se durcit. Pourquoi ça se durcit ? Peut-être c'est parce que la politique migratoire n'est que vue dans un angle sécuritaire. Il n'y a aucune vision interministérielle ou multi-portefeuille du sujet, alors que c'est un sujet global, c'est un sujet démographique, c'est un sujet économique, social, et il n'est que pris sous l'angle sécuritaire, dénué de toute réalité humaine. C'est-à-dire que les personnes... pourquoi je parle de réalité humaine, c'est que déjà, on accueille peu de personnes, donc on a toute la place et les moyens d'accueillir ces personnes-là. On a les moyens de faire plus, oui. Et on l'a fait, notamment pour les Ukrainiens. L'accueil des Ukrainiens a été très bien coordonné par les services de l'État. Il y a eu des plateformes uniques qui ont été mises en place avec l'ensemble des acteurs, et ce qui a fait que leur parcours a été facilité. Et ça, et du coup, pour moi, ça montre que, en fait, si on veut, on peut. Oui, c'est ça, parce que vous avez parlé des réfugiés climatiques, mais après le climat, il y a la guerre. Il y a eu la guerre aux portes de l'Europe avec la Syrie. Maintenant, il y a la guerre en Europe. Tout à fait. Donc ça, comme quoi c'est possible. Et je ne sais plus ce que je racontais. Mais donc, on parlait du niveau de langue française et puis de la mauvaise façon d'accueillir. Tout à fait. Et en plus de ça, on a besoin de ces personnes-là pour l'économie française, dans le sens où on est un pays avec un vieillissement de la population, et les femmes font de moins en moins d'enfants. Et en même temps, on le sait, il y a plein d'études qui le montrent, les immigrés, au sens large, vont avoir des emplois complémentaires à ceux des natifs. Et du coup, on a besoin de ces personnes-là pour occuper ces emplois complémentaires. Et du coup, on a besoin de ces personnes-là dans l'économie française. Donc en fait, tout ce qui est mis en place par le gouvernement actuel est un non-sens pour la France, au-delà des sujets de solidarité. En fait, même sur les sujets économiques, c'est un non-sens. Oui, les femmes françaises, les derniers chiffres démographiques disent qu'elles font 1,6 enfants, c'est comme ça qu'on compte, en moyenne par femme. Donc c'est insuffisant pour assurer le renouvellement des générations, puisqu'il faut un couple pour fabriquer un enfant. Donc il faudrait au moins 2 enfants par femme. Ça n'est pas le cas en France, ça l'a été, mais ça n'est plus le cas dans la plupart des pays d'Europe. Donc on a besoin d'une main-d'œuvre immigrée pour assurer le fonctionnement du système de sécurité sociale et le paiement des retraites. Tout à fait. En fait, on en est là. Exactement. Alors, à moins qu'on ait des vraies politiques liées à la maternité et à la petite enfance, c'est-à-dire des congés maternité plus grands, mieux payés, des places en crèche, etc., etc., et peut-être aussi une répartition de la charge mentale dans le couple. Voilà. Bien sûr, ça compte aussi. Alors, dites-nous comment vous travaillez chez Weavers France. Alors, chez Weavers France, on est à la fois une association et un organisme de formation. Et notre œuvre au quotidien, c'est de pouvoir accélérer l'inclusion sociale et professionnelle des personnes exilées. J'aime bien le terme de « œuvre ».
Bah ouais, c'est joli. parce qu'on se bat quand même. Ouais, et vous vous Donc battez bien. faut en être fier. Et très concrètement, c'est donner l'accès à la formation aux personnes exilées, donc à l'accès à la formation en français, en numérique, en employabilité, en développement personnel. Mais c'est aussi, en fait, les accompagner individuellement dans leurs projets professionnels, mais aussi ce qu'on appelle tous les freins périphériques à l'emploi. Donc, prendre la personne dans sa globalité et l'accompagner sur est-ce qu'elle a besoin d'une garde d'enfants, est-ce qu'elle a besoin d'un logement, est-ce qu'elle a besoin D'un médecin. Etc., etc. Et c'est aussi activer des leviers autres que la montée en compétences et en prérequis. C'est le lien avec la société d'accueil. Donc, on a des programmes de mentorat, une programmation événementielle dans tous les lieux de formation dans lesquels on aide, où il y a un public mixte qui s'y rencontre. Et du coup, Weavers France, c'est pas voir les exilés comme des agents économiques, bien sûr qu'ils le sont, comme vous et moi, mais c'est aussi voir des personnes exilées comme des contributeurs de la société en tant que citoyens. D'où les programmes de lien social et de mentorat. Et du coup, très rapidement, quelques chiffres. Donc, Weavers France, ça fait 6 ans. Donc, à la fin de l'année, on aura accompagné 2000 personnes exilées dans l'emploi et la formation, avec 75% de retour à l'emploi. Bravo. On est plutôt sur les métiers en tension. Donc, pour l'instant, on est plutôt comme un acteur du premier emploi des personnes exilées. Alors, il y a 9 sur 10 des métiers sont en tension actuellement. Ouais, mais du coup, on est en effet sur hôtellerie-restauration, service à la personne, industrie, logistique, BTP. Et ça va dépendre des territoires, des opportunités et des années aussi. J'en ai oublié, mais... Il y a déjà beaucoup d'associations et d'ONG en France qui travaillent avec les personnes exilées, les personnes migrantes. Je sais pas, on a Singa, Caritas, Utopia 56, Each One. Ouais. Vous, votre particularité, c'est cet axe sur la formation et l'emploi ? Alors oui, on n'est pas les seuls. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous différencie, Weavers ? Je pense notre multirégionalité. On est un des rares acteurs non présents opérationnellement sur Paris. On va à la fois dans des grandes, moyennes et petites villes. Donc, on est présent surtout en Rhône-Alpes, donc Lyon, Annecy, Grenoble, mais aussi dans des interstices en périurbanité. On est présent en Bourgogne et en PACA. Et ça demande quand même une granularité d'adaptation assez différente du contexte parisien où... En même temps, il y a un énorme besoin d'accompagnement puisque 48% des personnes étrangères arrivent à Paris et restent à Paris, quoi. Voilà, ça c'est ce qui nous différencie. Ce qui nous différencie par rapport à d'autres, c'est qu'on va être, oui, sur l'emploi, mais sur un emploi comme vecteur d'émancipation et d'intégration pour les personnes. Et oui, on est un organisme de formation et on a des partenariats avec des entreprises, mais on souhaite que les personnes puissent s'inclure globalement dans la société et devenir des citoyens français. Vous nous avez cité des chiffres tout à l'heure, 2000 personnes accompagnées en 6 ans. Combien d'entreprises partenaires ? Parce qu'en fait, le débouché, il est essentiel dans votre travail. On a 50 entreprises partenaires, ce qui va de la TPE, donc des petits restaurateurs, notamment annéciens, à des gros groupes, même industriels. Donc vous avez réussi à placer 75% des 2000 personnes accompagnées, donc 1500, dans 50 entreprises. C'est incroyable. Ouais. Félicitations aux équipes Weavers. Et aux entreprises qui vous font confiance, en fait, parce qu'elles ont des besoins, mais elles reconnaissent aussi la qualité du travail que vous faites. Oui, alors après, l'engagement des entreprises, pour nous, c'est un prérequis au bien fondé de notre travail. Mais je pense que on a besoin d'une politique qui les oblige à s'engager. Parce que sinon, à part des volontés individuelles, on restera très loin des objectifs dont on a besoin pour faire de l'entreprise une entreprise inclusive. Alors, qu'est-ce qu'il faut, par exemple, comme dispositif réglementaire, législatif, qui devrait être imposé par la puissance publique, si je vous entends ? Moi, je rêverais qu'on crée un AGFIP des personnes réfugiées, c'est-à-dire qu'on puisse avoir une association co-gérée par des associations, l'État et des syndicats salariés et patronaux, et que cette association puisse collecter du coup des fonds
pour redistribuer derrière à des associations qui vont accompagner les personnes réfugiées dans l'emploi. Et du coup, obliger les entreprises à payer une taxe si elles ne remplissent pas une obligation de salarier des personnes réfugiées. Comment on met ça en place quand on est présidente d'une association comme la vôtre? On va voir son député, on active, on fait du lobbying. Comment est-ce qu'on fait avancer un projet comme celui-là? Eh ben, comment on fait avancer? Déjà, on en parle autour de soi et on essaye surtout de rassembler une pluralité d'acteurs qui vont faire avancer le sujet. Et donc, du coup, je sais que c'est des questions dont les syndicats patronaux se posent, puisqu'ils ont besoin de ces publics-là pour leur entreprise, mais également les institutions. Et du coup, c'est comment on arrive à permettre des espaces de dialogue sains qui puissent permettre un projet commun. Eh ben, on en parle du coup sur Mediatico et j'espère que la bonne parole va être colportée. Quel est le modèle économique de Weavers France? Du coup, on comprend qu'il y a des entreprises avec lesquelles vous êtes partenaire. Il y a des budgets de formation professionnelle, ça marche comment? Ouais, alors on a un budget un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire qu'on a un tiers de crédits de formation. Donc on va être soit sur des marchés publics de la formation qui vont être opérés, enfin dont le donneur d'ordre, ça va être France Travail ou des CCS, des mairies. Voilà, ça plutôt nos donneurs d'ordre. Okay. On va être sur des POEI. Donc en fait, c'est des crédits de formation donnés par France Travail parce que on va former des futurs collaborateurs d'une entreprise par rapport à leurs besoins de recrutement. Il y a des dispositifs identiques à travers les régions, parce qu'en fait, les deux entités compétentes sur la formation professionnelle en France, c'est soit la région, soit France Travail. Et bien sûr, on a aussi des mécènes, du coup plutôt des mécènes d'entreprise. On commence à être suivi par des fondations familiales, mais c'est le début. Et on a bien sûr des subventions publiques, donc là, toutes les strates de la subvention publique, soit parce qu'on accompagne des bénéficiaires du RSA, soit parce qu'on accompagne des publics étrangers, ou soit parce qu'on est sur des territoires en revitalisation. Alors, vous émargez pas mal sur les fonds publics, du coup, que ce soit au travers de France Travail ou sur ces subventions directes. Et tout le monde sait dans l'économie sociale et solidaire, et en particulier sur Mediatico, que la période budgétaire est très compliquée au niveau de l'État, mais du coup, ces répercussions pour les acteurs de l'ESS ne vont pas être drôles tous les jours. Le budget 2026 se prépare déjà à Bercy. L'objectif, c'est de supprimer 40 milliards d'euros de crédit, donc de faire 40 milliards d'euros d'économie. Est-ce que vous redoutez pour une activité comme celle de Weavers le budget 2026? Comment vous regardez cette situation? Je regarde cette situation comme une citoyenne consternée, puisque pour moi, les associations sont déjà le parent pauvre des financements. Enfin, l'État donne 42% de son budget par an à des aides publiques aux entreprises. Donc, quand on me parle que Weavers repose au moins à un tiers sur des subventions publiques, c'est toujours moins que Air France, Carrefour et l'ensemble du CAC 40, quoi. Pour moi, le sujet, c'est pas l'économie, enfin, c'est pas les 40 milliards d'économies, c'est comment on remet en place un système de redistribution des richesses et comment on taxe les super profits. Du coup, là, il y a les discussions avec la taxe Zuckman dans 2 semaines, je crois. Et je me fais pas trop d'espoir, mais en tout cas, j'espère que cette taxe-là va au moins pouvoir rassembler largement. Est-ce qu'elle va passer? J'en sais rien. Je suis pas députée, enfin, ni analyste politique, mais pour moi, c'est ça le sujet, en fait. C'est pas comment on fait des économies sur toujours les mêmes, les pauvres et ceux qui aident les pauvres. C'est comment on redistribue les richesses dans notre pays. Et comment on va le chercher là où il est. Tout à fait. Il y a un autre sujet aussi qui bouleverse en ce moment les entreprises, la société et les sociétés occidentales, c'est l'impulsion donnée aux États-Unis par Donald Trump sur les politiques de diversité et d'inclusion, puisqu'il referme totalement le robinet. Comment est-ce que vous regardez ça? Et est-ce que ça commence à déteindre en France, ou vous ne voyez pas du tout cet effet-là dans l'Hexagone? Moi, je suis qu'un acteur parmi tant d'autres, et on est encore un petit acteur.
Donc on n'a pas encore été directement touché par cette vague fasciste, en fait, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit une occasion pour l'Europe de se démarquer et d'avoir un sursaut à la fois démocratique et inclusif. Et c'est ça que je souhaite pour l'Europe. Mais parmi les 50 entreprises avec lesquelles vous travaillez, il y en a qui sont des grandes entreprises, qui peuvent avoir des activités à l'international et peut-être aux États-Unis. Et est-ce que vous sentez qu'elles sont un peu plus frileuses qu'auparavant parce qu'elles craignent un effet rebond des décisions américaines sur l'ensemble de leurs activités, y compris en France? Ou est-ce que vous ne sentez pas ça du tout pour l'instant? Pour l'instant, je ne sens pas ça. Et dans tous les cas, en fait, ces entreprises-là, elles ont des... Enfin, nous, les discussions qu'on a avec eux, c'est vraiment sur leurs besoins en recrutement. Donc oui, c'est très concret. Si l'économie va bien, eh ben, y a des projets de recrutement nombreux. Si l'économie va mal, il y en a moins. Enfin, et là, on voit par exemple l'hôtellerie-restauration-service, c'est en stagnation. C'est plus un secteur qui recrute largement comme les années précédentes, par exemple. Dernière question, parce qu'on n'a pas parlé de Work with Refugees. Vous pouvez nous en dire un mot? Vous êtes coprésidente de cette nouvelle association qui regroupe 7 structures partenaires, beaucoup d'associations, mais pas que, je crois. Alors oui, Work with Refugees, c'est l'ambition de pouvoir adresser collectivement l'ampleur de notre sujet. Parce qu'on le voit maintenant, il y a beaucoup d'innovations sociales sur le sujet migratoire, Singa, Codico, etc. Mais personne, en fait, adresse convenablement et propose des solutions adéquates à l'ensemble des personnes qui en auraient besoin. Et du coup, Work with Refugees, c'est de se dire comment collectivement on arrive à répondre à tout le monde. En gros, il y a entre 100 et 200 000 personnes régularisées qui ont besoin de trouver un travail en France par an. Et du coup, c'est comment, tous ensemble, si on a une meilleure articulation et une meilleure présence sur l'ensemble du territoire national, on arrive à proposer l'ensemble de nos solutions à ces personnes-là. Et c'est aussi pouvoir être en dialogue beaucoup plus restreint et direct avec les institutions et les entreprises. On le voit, les institutions ont du mal à nous identifier, à comprendre qui fait quoi. Et pareil côté entreprise. Et c'est comment, du coup, on arrive mieux à travailler avec les institutions, les entreprises, pouvoir accélérer l'inclusion des personnes exilées. Merci beaucoup, Flora Vidal-Marron. Bravo pour ce que vous faites avec Weavers France et avec Work with Refugees, du coup. Merci beaucoup. Voilà, Flora Vidal-Marron, donc présidente et fondatrice de Weavers France. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si ça vous a plu, vous le dites sur YouTube et vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et vous pouvez vous abonner bien sûr aussi à Mediatico, le média de l'économie sociale et solidaire.